Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Si on tend l'oreille dans la nature, est-ce qu'on entend les plantes chanter? Eh bien, la question n'est pas aussi incongrue qu'elle y paraît, parce que les scientifiques, comme les amoureux de la nature, s'accordent désormais sur le fait que oui, sans qu'on le perçoive de prime abord, les végétaux produisent des ondes acoustiques et parfois même des mélodies. Et de surcroît, les plantes capteraient aussi les sons de leur environnement. Une découverte qui replace au centre des préoccupations la question de l'interdépendance entre l'homme et le vivant. Regardez ce reportage d'Alain Hugui, on en parle juste après. Barcelone, juin 2020. Pour la réouverture du Grand Théâtre del Liceu, un public pour le moins original est à l'écoute. 2292 végétaux, essentiellement des ficus et des palmiers. Le quatuor Uccelli interprète les chrysanthèmes de Puccini pour la Biocène, l'ensemble des êtres considérés comme vivants. Une manière de rendre hommage aux végétaux qui, selon l'artiste, ont repris leurs droits durant cette période de confinement. Près de Paris, dans les laboratoires de l'université de Cergy-Pontoise, le professeur Olivier Gallet et son équipe expérimentent depuis longtemps la bioacoustique végétale. Ils mesurent notamment les effets directs que peuvent produire des séquences sonores sur les végétaux, selon des critères scientifiques précis. Nous, on considère que parmi les paramètres de l'environnement, on a ce qu'on appelle les paramètres abiotiques, c'est-à-dire qui ne sont pas liés directement au vivant, mais qui sont les paramètres environnementaux classiques comme la température, le vent et, bien entendu, le son. L'acoustique est un des paramètres de l'environnement qui peut moduler le comportement des êtres vivants. Et alors, on fait le raccourci son végétaux, et souvent certains vont faire le raccourci même musique végétaux, mais c'est plutôt le paramètre global acoustique. Comment les végétaux perçoivent finalement les signaux acoustiques de leur environnement, et alors comment ces signaux acoustiques de l'environnement vont moduler leur physiologie. Et si beaucoup s'accordent à dire que les végétaux écoutent, il est avéré que tout ce monde communique, qu'ils soient jeunes pousses ou moins verts. Les végétaux discutent entre eux par plutôt les voies souterraines. On considère que le sol, c'est un petit peu l'équivalent de la 5G, l'atmosphère, l'équivalent de la 2G. Et donc les végétaux vont préférentiellement utiliser les voies souterraines pour diffuser par des molécules chimiques. Les grands sujets que sont les arbres, par exemple, émettent des sons perceptibles, moyennant une amplification adaptée. Si la science explore aujourd'hui les territoires encore verts de la bioacoustique, le phénomène a commencé en 1969, dans le bureau de l'agent de la CIA, Clive Baxter, spécialiste du polygraphe, plus communément appelé le détecteur de mensonges. En y branchant un jour la plante verte de son bureau, l'aiguille de la machine s'est animée. Baxter a découvert ainsi qu'elle réagissait à son environnement direct. Si les méthodes ont évolué, le principe est toujours pratiqué. Jacques Bernet est passionné par la communication avec la nature. Cet ancien directeur de laboratoire, aujourd'hui à la retraite, expérimente la phytonologie. Il capte l'activité électrique de ces plantes en les connectant par les feuilles et les racines et peut ainsi écouter ce qu'il appelle leur chant. C'est là, je l'ai essayé ce matin. C'est la première fois que je la fais chanter. Elle a donné tout de suite de très beaux sons. Mais par exemple, si vous prenez cette petite orchidée, celle-là, elle ne m'a jamais fait faux. Elle a toujours chanté. C'est intéressant parce que le moyen d'expression de la plante, c'est pour nous dire qu'elle est vivante peut-être, qu'elle est vraiment vivante, puis qu'elle reçoit quelque chose de nous aussi. Et du principe même que les plantes soient capables de recevoir est née la génodique. Une science qui, un peu comme la musicothérapie pour les humains, va envoyer des mélodies à l'endroit du végétal pour le rendre, par exemple, plus résistant aux maladies virales. Ces séquences acoustiques sont appelées protéodies et ont pour visée de favoriser ou d'inhiber les synthèses de protéines qu'il contient. C'est de concevoir une réponse d'adaptation du végétal à un stress et là, modifier ou moduler son comportement, c'est-à-dire qu'on cible les protéines de réponse au stress et on modifie le comportement et la physiologie du végétal en le rendant plus apte à résister. Mais la science n'est pas seule à s'intéresser au langage du végétal. Certains artistes sur Internet proposent des sons issus de connexions à des plantes. Une petite lavande, dans le cas présent.
À Nantes, le site Transfert est pour ainsi dire une planète en soi. Cette ancienne friche industrielle reconvertie est une zone de culture qui questionne la ville de demain. C'est aussi le lieu de résidence artistique pour un duo de musiciens agronomes appelé La Botanique. Nous, on est scientifiques de formation et musiciens de passion. Donc on essaye de joindre les deux, de toujours mettre en œuvre un raisonnement scientifique dans notre procédé, tout en gardant notre sensibilité pour la partager au grand public. C'est dans ce laboratoire que les deux passionnés composent les textes et les mélodies de leur pop végétal. On est agronome de formation, donc on a fait des études scientifiques assez poussées, notamment en biologie, en chimie, en physique, et puis en sciences du sol, de l'agriculture, de l'environnement. Mais par ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai toujours pratiqué la musique. Quand j'étais jeune, j'ai été inscrit au conservatoire de musique classique. Puis dans une école de jazz, la musique a toujours fait partie de ma vie. Et finalement, c'est la rencontre avec Ronan et notre curiosité qu'on a partagée pour les sciences du vivant qui nous a rapprochés autour de ce projet musical, qui est à la fois fait de musique, de synthétiseurs, d'expériences sonores, mais aussi d'ethnobotanique, de recherche autour des plantes et du vivant plus généralement. Les plantes participent directement au son de la botanique. La mélodie des végétaux, une fois branchée, intègre la pop culture. Les rôles sont répartis de manière naturelle dans le duo. Thomas aux machines et Ronan à l'écriture. Il y a une partie qui est très objective, qui est d'utiliser des fréquences qu'elles peuvent émettre, des variations de potentiel électrique, etc. Donc ça, c'est une partie très scientifique, mais il y a une partie subjective où c'est de se dire, si elles parlaient, ces plantes, qu'est-ce qu'elles nous diraient? Et donc là, c'est vraiment l'idée, l'imagination qui va leur donner une voix, finalement. Les digitales sont d'immenses fleurs. Le digital est entré dans son cœur. Les digitales sont d'immenses fleurs. Le digital est entré dans son cœur. Nous, à travers notre démarche artistique, on vient vraiment questionner notre rapport au monde vivant, notre rapport à l'autre, à l'altérité, par justement toutes les expériences sonores, musicales, imaginaires ou scientifiques que l'on mène. Les musiciens agronomes militent pour le respect du vivant global qui nous entoure. Ce que beaucoup de gens oublient malheureusement, c'est que ces plantes, ce sont des êtres vivants, ce n'est pas des meubles, comme beaucoup ont l'air de le penser. Et je trouve ça bien de sortir de ce rapport très humain. Oui, on est les plus intelligents, etc. On est des individus complexes, effectivement, mais comme beaucoup d'êtres vivants. Et on a chacun notre manière de percevoir le monde. Et c'est ça vraiment notre travail, qui est politique, oui, c'est de se dire quelle place chaque être vivant a sur cette planète et quelle manière d'aborder le monde, de le percevoir à chaque individu. Il y a un message vraiment politique à travers notre projet La Botanique, à savoir remettre le vivant et les plantes au centre de nos préoccupations, se reconnecter avec les plantes en découvrant leurs histoires, en découvrant leurs noms, et puis en essayant de mieux prendre soin d'elles pour mieux prendre soin de soi. L'étude des sons des plantes porte un nom scientifique reconnu depuis 2014, la phytonologie. Et qu'ils soient petits ou grands, les végétaux ont une place évidente dans la bioscène, même si certains de leurs rôles sont encore à découvrir. Depuis la nuit des temps, l'homme aime finalement échanger avec la nature. Et c'est ce côté un petit peu, on va dire, mythique de le végétal pourrait-il comprendre? A-t-il une intelligence? Et cette intelligence, l'utilise-t-il pour quelque chose de particulier? Bonjour Ernst Scher. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles. Vous êtes aussi professeur émérite de la Haute École bernoise et vous avez enseigné à l'EPFL, à l'EPFZ et à l'Université de Lausanne. Alors, on vient de voir ce reportage où il est dit que les plantes produisent des sons, qu'elles produisent aussi des mélodies. Expliquez-nous ce que ça veut dire.
Ces sons qui sont produits par les plantes, c'est une transcription des minuscules courants électriques qui les traversent. On donne en fait une autre manière aux plantes de s'exprimer qui nous parle très profondément, parce que c'est la première fois qu'on entend les plantes d'une autre manière. Sinon, on a toujours entendu comment le vent traverse les arbres et on fait la différence entre un chêne et un peuplier. Et ici, par cette interface technique, on donne à la plante une nouvelle manière de nous faire prendre conscience que le vivant est là, qu'il pulse. Et ce qui est très parlant pour moi, c'est que dans mes recherches, j'ai travaillé en chronobiologie des plantes, donc l'étude des rythmes, et en particulier la chronobiologie lunaire, les rythmes lunaires dans les plantes. On va reparler des rythmes lunaires, Jean Teubier, peut-être même de la connexion avec l'univers. Mais d'abord, ça veut dire concrètement que si je plante une électrode dans une pomme de terre, elle va me chanter sa mélodie ? Absolument. Vous allez pouvoir allumer une petite lampe et en plus, il y a vraiment des potentiels électriques dans les plantes, très réels. Et ça, en première réaction, je trouve ça très, très important qu'on prenne conscience de cette vie qui nous traverse, qui traverse les plantes, autrement que par la vue. Louis, c'est une manière de parler à l'intérieur, au sentiment, autrement que simplement l'intellect. Bonjour Jean Teubier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ce que vous appelez un musiniériste, pépiniériste et musicien. Vous cultivez des plantes pour en entendre les sons. C'est un métier d'avenir, vous m'avez dit en préparant cette émission. Expliquez-nous pourquoi les plantes produisent des sons. À quelle fin? Est-ce qu'elles ont un message à faire passer? Alors, c'est un vaste sujet et c'est vrai que c'est bien de s'en occuper. Alors, il y a, on va dire, nous, dans nos travaux, on a deux façons d'aborder le sujet. Le premier sujet, c'est que ce qu'on appelle effectivement la phytoneurologie, c'est que l'on considère que certaines cellules au niveau des racines se comportent comme des neurones. La plante, elle n'a pas de neurones, pas de synapses, encore moins de cerveau, mais un système qui est tout à fait équivalent. Et somme toute, c'est tout à fait logique de le penser, puisqu'elles respirent sans poumons, elles ont des propriétés cognitives sans cerveau, au final, tout est normal. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capter l'activité électrique de surface d'un végétal. Donc c'est très faible, hein, c'est entre 0 mV, 0,01 jusqu'à 1 mV maximum. Et donc cette activité électrique va être transcodée en son par un appareil. Alors cette activité est liée directement, il y a trois parties. La première partie, c'est quand on branche une plante, les premières phrases musicales que l'on va entendre, c'est lié ce que l'INRA a appelé après, à partir de 2017, comme le phénotypage vibratoire du règne végétal. Ça va correspondre à une espèce. Donc, à force de brancher une plante, on va reconnaître si on a branché un camélia, un hortensia ou un ginkgo. Donc, elle va nous déclamer son identité. C'est un peu ça. Okay. Après, il y a une deuxième partie, et cette deuxième partie, c'est l'environnement global de la plante. Ça veut dire qu'on va savoir si on branche une plante, si elle est cultivée en intérieur ou en extérieur, si elle est cultivée en bio ou avec de la chimie, si c'est une espèce botanique, si c'est une espèce issue de... si elle a toutes ses racines en bonne santé ou pas, enfin, si le feuillage est sur un arbre, par exemple, s'il y a des problèmes de photosynthèse ou pas, on va l'avoir. Sur des fruitiers, par exemple, en branchant un arbre maintenant, on peut savoir si, bien sûr, le climat reste stable, eh bien, s'il va être très productif ou pas du tout. Voilà. Donc, et puis, il y a une troisième partie, et c'est là où nous, on rentre un petit peu en scène. C'est-à-dire qu'on a pu démontrer, avec notamment sur le reportage, on a vu l'équipe de Sergi Pontoise, tout ça, c'est lié avec les travaux de Joël Sternheimer en amont. On a pu démontrer que lorsqu'on est seul devant une plante et que l'on branche la plante, donc l'activité électrique transcodée en son, eh bien, la plante va changer et modifier son activité électrique pour engendrer des sons qui vont correspondre en fait, à la suite de chaînes protéiques dont vous avez besoin. Et donc ça intéresse, alors la musicothérapie c'est quelque chose de reconnu depuis longtemps, et aujourd'hui on commence à voir poindre une nouvelle technique qui est la musicothérapie botanique. Différents médecins s'en occupent aujourd'hui, on fait de l'information là-dessus et on a pu vérifier, ça fonctionne plutôt très bien. Mais alors, ce qui m'étonne, enfin, ce qui m'impressionne presque dans ce que vous dites, Jean Teubier, et je vous pose la question à vous, Ernst Surcher, ça veut dire qu'en fait, la plante, elle a conscience de son environnement, c'est-à-dire il y a une forme de conscience dans les plantes, même du son de l'environnement? Certainement, elle est extrêmement sensible à tout ce qui lui arrive de l'extérieur. Et ici, on est en train d'entrer dans un domaine où on se rend compte que la plante n'est pas seulement sensible à une perception de la température, du jour-nuit, tout ça c'est bien connu, mais là, une présence
sans connexion physique et une plante, et il se passe quelque chose entre deux, cette chose à laquelle réagit la plante électriquement, qu'on peut ensuite rendre audible. Et là, c'est quelque chose d'assez peu connu qu'on peut mentionner ici, c'est que ces courants électriques dans les plantes, c'est des vibrations électromagnétiques avec des mouvements d'eau, etc. Et dans les années 20 du siècle passé, les Américains ont utilisé des arbres comme antenne de réception et comme antenne d'émission. Et aux États-Unis, on a, grâce à des antennes des arbres pris comme antennes, écouté des émissions diffusées depuis l'Europe. Ah, incroyable. Donc ça nous ouvre la perspective que les plantes, ce n'est pas seulement des êtres végétaux avec du liquide, avec de la chimie, etc., organique bien sûr, c'est aussi des êtres électromagnétiques qui sont sensibles à des champs électromagnétiques. Et nous-mêmes, on développe aussi le cœur, le cerveau, des fréquences électromagnétiques. Donc on peut imaginer là vraiment une interaction. Jean-Toby, je vois cette machine à côté de vous. Je lis biodynamiseur botanique. Vous nous expliquez ce que c'est. Est-ce que ça a peut-être un lien avec ce lien-là, précisément, entre l'homme et la nature ou entre la nature et la musique? Oui, c'est une des applications que nous avons en cours aujourd'hui. On a pris une machine qui existait et on l'a détournée de sa fonction première pour la modifier par rapport à nos travaux avec la musique des plantes. Donc ça, c'est une machine où on va informer de l'eau. Et cette eau va pouvoir être employée notamment au niveau de l'agriculture, des pépinières, du maraîchage, de la viticulture. Eh bien, cette eau va être informée avec différentes façons. La première, on va y mettre ici, on va faire passer un courant très faible à travers un métal pur de carbone. Et donc, l'information de carbone va rester dans l'eau. Donc pour ça, tout le côté technique et scientifique, vous pouvez aussi voir tous les travaux du professeur Marc-Henri, avec qui nous travaillons également. Et vous allez pouvoir comprendre techniquement tout ce qui se passe. Il explique ça très très bien. Comme on s'occupe de végétaux, on a beaucoup de soucis de déséquilibre au niveau des champignons. Et donc on y met une information de cuivre. Je précise bien, on n'y met pas de cuivre, ni en bouillie, ni de manière synthétique. On y met seulement l'information de cuivre. Et puis sous le bocal, il y a une petite lumière. Et par cette lumière-là, on va y mettre une information de musique de plante que nous avons identifiée par rapport à une culture. Et c'est là où tout prend son sens. C'est que un des exemples concrets que nous avons aujourd'hui, une culture qui est très malade, on nous appelle parce qu'il y a un problème qu'on n'arrive pas à régler. On va se déplacer avec une fougère dans la culture qui est malade, on va sonoriser la fougère dans la culture qui est malade, les sons enregistrés, on va les mettre dans l'eau de ce récipient-là, qui va pouvoir être employé par le cultivateur pour traiter ces cultures, et on a de très très bons résultats. Mais est-ce que ça veut dire, et c'est une question pour vous deux, mais je me rends compte, je me dis, au final, est-ce que ça veut dire que la connexion au vivant, le fait que l'homme est connecté à la nature, que la nature est connectée à l'homme, est-ce que ça, cette musique des plantes, est-ce que c'est une preuve de plus, peut-être, Ernst Surcher? Oui, certainement. C'est une preuve inattendue, très nouvelle, qui met en jeu encore quelque chose d'autre, d'absolument fondamental. C'est le fait que l'eau qui nous constitue, l'eau qui constitue les plantes, les champs électromagnétiques, une transcription acoustique, pour qu'on puisse la percevoir. À la base de tout ça, il y a l'eau. Et l'eau, on est en train de la redécouvrir d'une manière tout à fait nouvelle. Jean-Toby a mentionné Marc-Henri, et il faut absolument mentionner Gerald Pollack, qui a initié, ensemble avec Luc Montagnier, récemment décédé, Jacques Benveniste. Tout ça, c'est devenu vraiment de la science extrêmement fertile, qui a validé des choses qui ont été mises de côté pendant trop longtemps. L'eau s'organise en système supramoléculaire. Ce n'est pas simplement un mélange aléatoire de molécules, c'est des molécules arrangées d'une manière flexible, d'une manière modulable. Et là, informer de l'eau, c'est lui donner une structure semi-liquide, comme l'appelle Pollack. Mais j'ai l'impression, Jean-Toby, qu'au fond, dans la nature, cet échange d'informations, ces sons, c'est quoi? C'est de la communication? Est-ce qu'on pourrait presque parler de, j'allais dire, de lien ou même de solidarité entre les plantes dans la nature? On peut aller jusque-là? Oui, très clairement. On a fait une étude assez récente
à la maison sur comment certaines plantes résistent à la sécheresse. Alors moi, dans les études horticoles, on a appris que, par exemple, des hortensias qui sont assez sensibles au manque d'eau, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de plantes autour, sinon il y aura une concurrence. En fait, dans la nature, il n'y a pas de concurrence. Nous, on observe qu'il y a plus une complémentarité. Et ce qui fait que lorsqu'on n'a que des hortensias dans un endroit, eh bien, effectivement, s'il fait très sec, ils vont effectivement avoir des problèmes d'adaptation. Si on a 4 ou 5 et 6 espèces autour, il y aura plus, j'irais, de liens pour supporter cette sécheresse. Et là où c'est intéressant, si on a plus de 20 espèces à moins de 3 mètres des hortensias, ils passent très bien la sécheresse sans aucun problème. Donc c'est toute la diversité qui fait que tout tient la route, tout a son complément. Il n'y a pas une plante plus belle qu'une autre, etc. Tout est complémentaire. Et c'est ce tout qu'il faut voir. C'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, là où on intervient dans les cultures, des gens qui mettaient des traitements chimiques, qui nous disent aujourd'hui, on ne considère plus le problème de pucerons sur nos plantes, on considère l'ensemble du complexe de la serre et des abords de la serre et de la flore sauvage, etc. Et donc, et même, on a un cultivateur près de Dax il avait une serre tout à fait fermée avec des voiles insect-proof pour qu'aucun insecte puisse rentrer dans la serre, etc. Là, aujourd'hui, il a tout enlevé, les insectes, ils rentrent dans la serre, et plus il y a d'insectes, mieux les plantes se portent, parce qu'il a redonné à sa plante les pleines possibilités. Il redonne à la plante le plein potentiel électromagnétique du végétal, ce qui fait que c'est la plante qui choisit. Quand on voit des pucerons sur un rosier au printemps, il faut bien savoir que c'est la plante qui a appelé le puceron. Donc la bonne question, c'est pourquoi la plante a appelé le puceron? Et on devrait dire merci, quel est l'indicateur? Et souvent, nous, l'indicateur, c'est qu'on a trop nourri le rosier, qui est déséquilibré, et le rosier va décider d'amener les pucerons pour que la sève soit sucée, pour que la plante soit moins vigoureuse, pour qu'il puisse faire davantage d'écorce avant l'hiver. Vous voyez, mais est-ce que tout cela, tout ce qu'on vient de dire, nous amène pas finalement à ce que disait dans le reportage ce duo de musiciens nantais, la botanique, qui avait un message véritablement politique et qui disait finalement il faut remettre la préoccupation du vivant au centre de notre pensée et de nos actions. Est-ce que tout ce dont on parle aujourd'hui, Anne Surcher, nous amènerait vers un message politique? Absolument, absolument clair. Ce qu'on vient d'évoquer, cette importance de l'acoustique pour le fonctionnement d'une serre d'un maraîcher, en fait, la nature l'utilise déjà aussi de manière tout à fait basique, sans qu'on ait besoin d'entrer dans des explications électromagnétiques, c'est le chant des oiseaux. On s'est rendu compte que le chant des oiseaux n'est pas seulement un phénomène qui concerne seulement les oiseaux, c'est une interaction entre les plantes et les oiseaux. Et le chant des oiseaux fait mieux pousser les plantes que s'il n'y avait pas d'oiseaux. Donc, ces méthodes nous montrent qu'il y a déjà à la base, politiquement, l'intérêt de faire un maillage naturel des cultures humaines, artificielles, redonner de l'acoustique naturelle, faire chanter les oiseaux au cœur des vignobles, en plus des protéoïdes. Et là, c'est vraiment une coévolution qu'on fait de nouveau jouer comme elle s'est mise en place pendant des millions d'années. Jean Teby, c'est vrai que si on projette des sons, par exemple, imaginons des sons d'autoroute, de voiture, enfin, dans une forêt, est-ce que c'est vrai que les choses poussent moins alors qu'il n'y a pas d'autoroute? Alors, moi, ce que j'invite, tout le monde peut le faire. Il y a des appareils aujourd'hui pour capter la musique des plantes qui sont sur le marché. Vous prenez un appareil, vous prenez un square en pleine ville, vous vous asseyez sur un banc comme ici, là, pas loin d'un carrefour et de feux rouges, vous branchez la plante qui est là, l'arbre, l'arbuste, et puis vous restez 2-3 heures et vous regardez ce qui se passe. Et vous allez voir au bout de 3 heures que la plante non seulement réagit à tout ce qui se passe, les véhicules, à l'environnement, mais les véhicules plus ou moins polluants, plus ou moins bruyants, et même vous allez finir par comprendre que la plante va arrêter son activité électrique en anticipation d'un camion qui arrive beaucoup plus loin que vous n'avez pas entendu. Oui. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et ça, tout le monde peut le faire. Alors effectivement, si on a une... Mais ça marche aussi pour nous, d'ailleurs, bien évidemment. D'ailleurs, il y a des sites internet comme vous pouvez voir genodix.net où on explique effectivement l'interaction des sons avec le vivant d'une manière très très factuelle et facile à comprendre. Et parce que tout ce que l'on raconte là pour les plantes marche aussi pour l'humain, bien entendu. Mais effectivement, alors je vois pas trop intérêt à mettre des sons d'autoroute dans les forêts, ça serait. Non, mais je me dis, est-ce que si on les met, ça les fait, ça les fait arrêter de pousser? Oui, c'est une expérience qui a été faite. Ah oui. Université de Californie, ils ont mis une autoroute virtuelle, une autoroute fantôme, sans les émanations de gaz, sans les chocs physiques, etc.
Et ils ont vu que dans la tranchée de l'auto, c'est une série de haut-parleurs en ligne, avec les bruits de voitures qui vont et qui viennent. Ils se sont rendus compte que l'accroissement des plantes a complètement chuté. Et là, c'est parce que ce bruit a chassé la faune. Et la faune et la flore forment un tout. Il y a une interaction. Donc si vous enlevez une des composantes, la flore ne fonctionne plus normalement. Ernst Zürcher, c'est cette passion-là pour la forêt, pour la nature, elle vous est venue dès l'enfance? Oui, aussi longtemps que je puisse m'en souvenir. Et J'ai joué dans la forêt dès le début. Et donc, très jeune, vous aviez pris conscience de quoi, au fond? De l'importance ou des vertus de quoi? Comme enfant, dans un village campagnard, des forêts partout, des rivières partout, on avait finalement et pas trop de dirigisme du côté des parents qui nous laissaient libres. On était un peu sauvages. On a développé la pensée sauvage. Et là, je me rends compte que c'est un mode de pensée qui est très différent de la pensée logique, causale, analytique. Et maintenant, j'ai appris un peu à utiliser les deux. Qu'est-ce que c'est la pensée sauvage? C'est percevoir des choses sans tout de suite mettre des dents dessus. Vous arrivez dans une forêt, vous entendez chanter la forêt avant que ce soit des oiseaux de la forêt qui chantent. Parce qu'avant d'entendre, de voir les oiseaux, vous avez seulement entendu chanter la forêt. Et ça vous ouvre l'esprit d'une manière toute différente que si vous êtes tout de suite avec une analyse et une réponse qui vous permet de fermer un tiroir. Là, on garde tous les tiroirs ouverts, mais ils sont à un autre niveau. Elle chante, votre pépinière, Jean-Toby? Ah oui, elle chante très bien. Et nous, c'est un peu... Moi, je suis né dans une pépinière, je suis dans un milieu effectivement très rural et environnemental. Et c'est vrai, alors moi, j'ai pris un peu à l'envers. Du côté de mon père, c'était plutôt le côté très industriel, production, etc. Puis ma mère, plutôt le côté botanique, sauvegarde, etc. Et ce qui fait que je me rappelle avoir pris des cahiers de multiplication pour dire à telle date, tel jour et presque telle heure, on multiplie tel végétal. Et lors d'un premier stage dans le sud-ouest de la France, le pépiniériste chez qui j'étais, Paul Maïmou, qui est décédé aujourd'hui, il me dit « Oui, Jean, c'est bien, mais tu sens là, tu sens là Et non, c'est pas encore, il faut attendre. » Et on revenait tous les jours, il me disait « Tu vois là, ça y est, là, c'est le moment. » Et comme il était très factuel, il me disait « Bon, on va faire la terrine de bouture comme tu le veux, mais on va attendre, je ferai la mienne après. » Et la différence était notable. Donc j'ai appris à ressentir les végétaux. Et aujourd'hui, je peux dire que je ressens les végétaux, je ne les entends pas comme Ernst forcément, mais j'ai une intuition pour la multiplication, pour le semis par exemple, c'est très très net. Il y a des plantes qui, voilà, je fais des semis ou des boutures avec de très beaux résultats de réussite, parce qu'il y a un côté effectivement logique, on est à la saison, on a les graines et tout, mais le bon moment, le bon jour, la bonne technique, c'est comme si Saito, qui est un scientifique au Japon, me dit que je suis guidé par les plantes elles-mêmes, qu'elles sentent ma sensibilité et que je ne fais que suivre ce que m'indique intuitivement le règne végétal. Ernst Zürcher, c'est ça la pensée sauvage? Oui, c'est un aspect de la pensée sauvage, c'est faire agir d'autres sens que simplement la réflexion. La vue, c'est vraiment le toucher, très important le toucher le végétal, toucher du bois. Merci. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Et quant à vous, eh bien, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux ou à l'adresse fautpascroire@rts.ch.